Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où l'on redécouvre le meilleur film du 21e siècle qui n'est pas un film, Twin Peaks The Return. Salut, moi c'est Marie et je veux retourner en novembre quand on a commencé ce podcast et que je pouvais regarder le début de Twin Peaks et pas ça. Et moi c'est Anaïs and I sound like this. Après de longues semaines d'attente, le suspense est très fort. Alors Marie, j'aimerais bien savoir quelles sont tes premières impressions, même si tu l'as déjà un petit peu dit. Écoute, on va entendre certaines de mes réactions, disons. What? Oh! What are you doing here? Mais quoi? Ouais, mais qu'est-ce que... Ouf. Hey, Laura. J'en peux plus. Voilà, j'ai eu un court-circuit au cerveau en fait en regardant ces deux épisodes. J'ai envie de te dire, c'est prévu. Pour être tout à fait honnête, je les ai regardés à la fin d'un week-end où j'étais pas de super bonne humeur. J'étais très fatiguée et un tout petit peu déprimée. Et ça m'a foutu dans un spleen complet où j'ai dû regarder Friends, ce que je n'avais pas fait depuis des mois, juste après pour me remonter le moral. Pour en fait. rebooter ton cerveau. Oui, et pour être heureuse. Pour avoir un peu de joie dans ma vie. Parce que non, j'ai trouvé ça très sombre. En fait, c'est un espèce de trou noir qui t'attire, quoi. Et bon, Exactement. en même temps, il y a des choses qui sont assez intéressantes, évidemment, dedans. Mais oui, ça m'a déprimée. Et j'ai très peur de la suite. Et je pense que tu as très bien décrit Twin Peaks The Return, en fait. C'est un trou noir. Mais je suis prête à parier qu'il y a des moments qui te feront rire et qui te rendront heureuse dans le futur de Twin Peaks The Return. Il y a déjà quelques moments qui m'ont fait rire, on va en parler. Très bien. Bon, avant de débriefer tout ça en détail, Marie, on va écouter les prédictions que tu avais faites concernant Twin Peaks The Return. Précédemment, dans Amis. Qu'est-ce que tu sais de cette saison 3 déjà? À part qu'il y a un voyage interplanétaire. Du coup, je pense pas que ce soit un voyage interplanétaire maintenant. Je pense que clairement, ça va être un truc avec la Black Lodge ou un truc comme ça, où il va se balader dans un couloir et rentrer derrière un rideau tout le temps. Mais je sais pas, peut-être qu'il va y avoir des voyages dans le temps plutôt que des voyages dans l'espace. Ça ferait plus de sens par rapport au cadre dans lequel on est que des voyages dans l'espace, je dirais. Je pense que ça va sûrement tourner autour des deux identités de Cooper, celui qui est mauvais dehors et celui qui est gentil dedans. Du coup, c'est un peu est-ce qu'il a vécu au milieu des gens est-ce que c'est le nouveau Leland, en fait? Voilà. Ce serait horrible. En plus, s'il est resté 25 ans dans la Black Lodge, il est complètement fou maintenant. Donc, et je pense que Sherilyn Fenn va pas être dedans du tout. Je sais pas. Peut-être qu'elle est morte, vraiment. C'est pas mal. Oui, alors... Tu t'es pas trop trompée, hein. Il sort et il rentre derrière le rideau beaucoup, c'est vrai. C'est clair. Il y a les deux identités de Cooper. Par contre, je pense maintenant qu'il va y avoir un voyage dans l'espace. Après avoir vu ces deux épisodes, je dois revoir mes prédictions et dire je pense qu'il va y avoir un voyage dans l'espace. Voilà. Trop bien. Est-ce que en 30 secondes, non, ça va être compliqué? 30 secondes, non, déjà non. Est-ce qu'en 45 secondes, tu peux me dire ce qu'il s'est passé dans ces deux premiers épisodes? Il y a un méchant Cooper qui ressemble à Dick Rivers. Rien ne va et il commet des crimes avec un couple qui a l'air d'être des figurants dans True Blood. Donc vraiment, ça m'a beaucoup perturbée. Il y a aussi toute une intrigue à New York avec une boîte en verre, avec un extraterrestre dedans qui lacère le couple le plus boring de l'histoire. En parlant de couple, il y a le mec qui jouait dans absolument toutes les comédies et les films d'ados dans les années 2000, qui là joue un proviseur de lycée qui est accusé du meurtre d'une femme dont on a découpé la tête et on l'a mise sur le corps d'un homme dont la tête a été découpée aussi. C'est horrible. Et sa femme à lui, elle est incroyable. Je l'adore. Et elle meurt beaucoup trop vite parce qu'elle est tuée par le vilain Cooper. C'était complètement fou, ça. Cooper, le gentil, est toujours coincé dans la Black Lodge et il trouve conseil auprès d'un bras amputé fixé sur une branche. Ah, et il y a aussi le cheval blanc qui refait son apparition. Et franchement, j'ai dit pendant mon visionnage,
Ah bah voilà autre chose. Vraiment, je me suis transformée en un vieux papy. En David Lynch, en fait. C'est ça. Qui dit peachy keen et des trucs comme ça. Voilà. Et à la fin, il y a le grand retour de James. Et je dois dire qu'après ces 2 épisodes, j'étais heureux de le revoir. Parce que c'était tellement horrible le reste. Il y a eu tellement de meurtres et tellement de trucs déprimants que j'étais contente de revoir James. Comme quoi, tout arrive. Est-ce que tu as des questions ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a fait dans la Black Lodge pendant 25 ans, Cooper ? Qu'est-ce qu'il faisait de ses journées ? Est-ce qu'il se baladait juste d'un rideau à l'autre ? Je pense qu'il regardait les différentes textures possibles du café dans sa tasse. C'est ça. Pourquoi il boit du jus de patate, le monsieur, dans la cabine où Cooper va, pour chercher les 2 vampires ? C'est qui Richard et Linda ? Bonne question. J'espère qu'on va nous le dire quand même. Qu'est-ce qu'il va faire avec toutes ces pelles, le docteur Jacobi ? Excellente question. Voilà. Et pourquoi il y a Jenny Ann Frey qui chante à la fin ? Et pourquoi il y a Vanessa de Gossip Girl aussi qui est là et qui boit un verre à Twin Peaks ? Autre question, où est-ce qu'on peut se procurer la weed de Jerry ? Mais surtout, est-ce que David Lynch va bien ? Je crois qu'il va super bien. Ouais. Je crois qu'il exorcise tous ses démons dans cette série pour aller bien dans la vraie vie, quoi. On va revenir sur toutes ces nouvelles intrigues, mais avant ça, je voulais qu'on parle tout de suite du plus important, de ce que j'attends depuis l'épisode numéro 1 de ce podcast. James was always cool. Oui, ça m'a fait beaucoup rire. Est-ce que tu te souviens, quand on a fait le premier épisode, je t'ai dit, est-ce qu'il y a un personnage que tu trouves particulièrement cool ? Ah, c'était pour ça. Oui, parce que quand James revient à la fin du 2e épisode, il y a le personnage de Shelley, qui maintenant est une Shelley mature, qui discute avec donc Vanessa de Gossip Girl, et elle dit James is still cool. He's always been cool. Ah, James, il est cool, mais James, il a toujours été cool. Et j'ai trouvé ça très drôle parce que, évidemment, que c'est un clin d'œil aux fans qui se sont foutus de la gueule de James pendant des années. C'est ça. Enfin, en tout cas, c'est devenu un énorme mème dès que Twin Peaks The Return est sorti et j'ai trop hâte de te montrer tous les mèmes qu'il y a eu sur chaque épisode. Mais ça, c'est resté un truc que tu verras sans doute sur Internet maintenant que tu y prêtes attention. James a toujours été cool. Ça a fait rire vraiment toute la communauté de fans de Twin Peaks. C'est un des trucs qui m'a fait le plus rire dans cet épisode, ça et la folle qui est mariée au mec de Scream. Ouais, c'est génial. Est-ce que tu t'attendais à ce que tu as vu dans ces 2 épisodes ou t'as été surprise ? En fait, je sais pas à quoi je m'attendais. Donc, j'avais pas vraiment d'attente, à part le fait que j'allais pas comprendre ce qui se passait. Pour l'instant, je comprends ce qui se passe. Ouais. À part, il y a des trucs, évidemment, l'extraterrestre, là, j'ai pas trop compris. Mais sinon, j'arrive à suivre l'intrigue. Je m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait autant de meurtres. Mais bon, pourquoi pas ? Et bon, je dois dire que quand j'ai commencé, du coup, l'épisode, j'ai trouvé ça très sympa. Parce que on était dans Twin Peaks, on a fait un petit détour par New York, mais on retrouvait les anciens personnages et tout. Il y a un moment où ça switch, on va l'entendre. C'était sympa, on s'amusait bien, et là, voilà, ça devient pas sympa. Je dois dire, ceci dit, que cette scène, la musique est absolument géniale. Ouais. Alors pour resituer cette scène, parce que je voulais en parler, c'est juste avant l'arrivée du vilain Cooper, comme tu le qualifies, ou Bad Coop pour les intimes. Et c'est une route, la nuit, qui est éclairée par des phares, avec une musique très angoissante. Et il faut que tu saches que c'est une signature de David Lynch. C'est dans beaucoup de ses films, la route éclairée par les phares. Et pour la petite anecdote, à l'époque, juste après la sortie de Twin Peaks The Return, j'ai fait un voyage dans l'Ouest américain avec mon ex et on était dans la vallée de la mort, en voiture tous les deux, et on a été surpris par la nuit. Et la nuit, dans la vallée de la mort, il y a vraiment rien. Et il y a vraiment pas de lumière. Et donc, on avait juste les 20 mètres devant nous qui étaient éclairés par les phares de la voiture et j'étais en panique totale parce que je m'imaginais être dans Twin Peaks et j'avais tellement peur qu'on a dû mettre La La Land à fond pour que ça me détende. Je croyais que t'allais dire que t'avais mis cette musique pour être encore plus dans l'ambiance. Non, je l'ai fait pendant 5 minutes et après j'étais là, non, ça me fait trop peur, on arrête. Mais vraiment, j'avais l'impression d'être dans un film de David Lynch et c'était à la fois hyper cool et hyper flippant et on était tous les deux pas très rassurés parce qu'on avait tous les deux adoré Twin Peaks The Return. Voilà, fin de la parenthèse. Et donc c'est juste après ce moment-là qu'on voit Kyle MacLachlan qui joue pour le coup un mec très méchant et très huileux. Donc tu l'as dit qu'il ressemble à Dick Rivers. Qu'est-ce que tu as pensé de cette arrivée très menaçante ? Écoute, j'ai été littéralement traumatisée. Oh non ! Oh non ! Oh non ! C'est horrible. C'est horrible. Pourquoi il ressemble à Dick Rivers ?
C'est génial. Ouais, j'étais vraiment... En plus, j'étais malade ce jour-là, donc d'où ma voix un peu bizarre, mais vraiment, ça va être gravé dans mon cerveau pour le reste de ma vie. C'est horrible. Horrible du début à la fin. Qu'est-ce qui fait que c'est horrible ? C'est horrible de voir un personnage que t'as beaucoup aimé et qui était tellement pur. Il est sali, quoi. Enfin, il est vraiment... Il est dégueulasse. Enfin, vraiment, il respire la dégueulasserie morale et physique, alors que c'était une image de pureté absolue. Je me suis fait la réflexion, d'ailleurs, que c'est tellement triste, en fait, quand j'ai pensé à Cooper, qui était tellement solaire et tellement positif et tout, et du fait qu'il est enfermé. Et maintenant, il a quand tu le vois dans la Black Lodge, il a quelque chose d'assez mélancolique. Et ça m'a fait tellement de peine, en fait. Mais vraiment, ce nouveau personnage dégueulasse, mais il est dégueulasse, en fait. Il suinte la dégueulasserie, quoi. Enfin, et vraiment, je trouve ça, mais c'est comme si on m'avait pris mon nounours d'enfance et qu'on l'avait trempé dans la merde. Bien dit. Et vraiment, c'est révoltant, quoi. Je peux pas le dire autrement. C'était physique. Je comprends, mais je pense que c'est exactement l'objectif évidemment, qui est recherché par David Lynch. Et donc, ça prouve que ça marche très, très bien. Et je pose ça là dès maintenant parce que c'est une clé d'analyse que tu peux utiliser pour tout Twin Peaks. Mais avec un reboot qui arrive 26 ans après, beaucoup de Twin Peaks The Return peut être lu comme une réflexion sur le fait même de ressusciter une série qui a été adorée par les fans. Et donc, quand on voit ce personnage-là, c'est vraiment il est en comment train de il a chier sali sur les souvenirs des fans, quoi. Enfin, et tout ce que les fans aimaient de plus pur dans... En tout cas, c'est un peu ce qu'on avait dit dans l'épisode qui parlait du final, c'est que plus rien ne sera comme avant. Et là, il y a vraiment ce bad coupe qui est horrible. Et d'ailleurs, il enfonce vraiment le bouchon très très loin, avec beaucoup de scènes qui sont là pour renforcer son côté machiavélique, et dont certaines que je pense tu n'as pas trop appréciées parce qu'il est juste atroce, il est extrêmement violent. Il y a la pire citation du monde. Ouais. Il dit à une meuf: Oh, you're nice and wet. T'es bonne et humide, quoi. Enfin, ouais, t'es bien humide. Et il est en train de lui mettre, de lui passer son doigt. Oui, on a compris. Ouais. Je crois qu'on n'a pas besoin de dessin. Okay. Mais vraiment, ça, mon Cooper à moi, il dirait jamais un truc pareil. Bon, à côté de ça, il y a Cooper, comme tu l'as dit, le Cooper qu'on connaissait, qui est toujours coincé dans la Black Lodge. Du coup, qu'est-ce que tu as compris de cette situation avec le couple qui est à l'extérieur et le couple qui est à l'intérieur ? En gros, Laura Palmer lui avait dit, enfin la Laura Palmer de la Black Lodge, lui avait dit... On se revoit dans 25 ans, et là, en fait, c'est 25 ans. Et le lendemain, c'est l'anniversaire des 25 ans, et donc c'est le jour où, normalement, le vilain couple est censé revenir dans la Black Lodge, et le gentil couple est censé sortir. Et donc, on informe le gentil couple qu'il est censé sortir. Il comprend pas très bien. Tu sens qu'il a été un peu ralenti par la Black Lodge. Il parle à l'arbre avec le bras amputé, là. Et en fait, pendant ce temps-là, le méchant couple, lui, il a tous ses esprits, et il sait très bien ce qui va se passer le lendemain. Et donc, il veut à tout prix empêcher ça, parce qu'il a envie de rester dehors. Je le comprends, hein. Franchement, il a envie de continuer à tuer des gens et à dire à Chantal qu'elle est bien mouillée. Ouais, exactement. Au lieu d'être dans un endroit avec des rideaux rouges, quoi. Enfin, et du coup, lui, il essaie de tout faire. Il se connecte même sur un truc du FBI. Bon, ça, j'ai pas trop compris. Pour empêcher le fait de revenir dans la Black Lodge. Et alors, il y a un moment où le couple gentil le voit, il ouvre le rideau et il le voit dans la voiture. Et je me disais, mais vas-y, saute. Et il saute pas, mais il va dans la boîte en plastique qui est à New York. Il l'évite et après, il part dans les étoiles. Ok. Très bien. Mais du coup, le vilain couple est toujours dehors, d'après ce que j'ai compris, et le gentil couple est dans l'espace. Je sais pas. Sans doute quelque chose comme ça, tu vas voir. Ouais, en gros, tout ce qui se passe avec le méchant couple, on comprend que c'est sans doute un plan qui est en train de se dérouler pour qu'il ne puisse pas revenir dans la Black Lodge. Il y a un autre truc, c'est que Hawk, la Log Lady, lui dit qu'ils ont oublié quelque chose avec Cooper. Margaret, what can I do for you? Hawk. My log has a message for you. Something is missing, and you have to find it. It has to do with Special Agent Dale Cooper.
Et on apprend que Cooper a disparu le lendemain, juste après son retour, il a disparu de la circulation. D'ailleurs, il est dans le Dakota du Nord, il n'est pas du tout à Twin Peaks. On comprend que Hawk commence à enquêter aussi sur ce qui s'est passé avec sa disparition, donc il va sûrement y avoir un truc à ce niveau-là aussi. Ouais. Tu parles du bras amputé qui est un arbre. Donc en fait, c'est grand-mère feuillage, mais vraiment fucked up, quoi. C'est ça. Donc en fait, ce personnage s'appelle l'évolution du bras. Ce personnage. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est l'évolution du bras. Et je sais pas si tu te souviens, mais en fait, le bras, c'était le nain dans les 2 premières saisons de Twin Peaks. Et c'était le bras coupé de Mike. Ah bon ? Ouais. Ça a été établi, ça. Peut-être que j'avais oublié de te le dire, mais en gros, donc tu te souviens que Mike s'est coupé le bras ? Oui, bah ça oui, pour enlever le mal. Voilà, et donc le nain qui était The Man from Another Place, à un moment il dit dans Fire Walk With Me, je suis le bras. Ah ouais, mais dans Fire Walk With Me, t'avais décroché. Ouais, enfin tous les moments dans la Black Lodge, j'étais plus là, quoi. Ouais, bah en fait dans Fire Walk With Me, il dit I am the arm and I sound like this. On comprend que c'est le bras de Mike qui a pris cette forme-là dans la Black Lodge. Ok, si on le comprend, d'accord. Bon, je te le dis. Et d'ailleurs, dans Fire Walk With Me, il dit aussi « When you see me again, it won't be me ». Quand vous me reverrez, ce ne sera pas moi. Et donc là, dans Twin Peaks The Return, c'est cette espèce d'arbre. Ce qu'il y a en haut de l'arbre, c'est pas du coup un bras amputé, c'est le personnage, c'est le bras, mais ça ressemble pas à un bras. En fait, c'est une œuvre qui a été faite par David Lynch à une autre occasion que j'adore, qu'en fait, il a fait une poterie et à l'intérieur, il a mis du fromage et il a fait une poterie en forme de tête et ensuite, il a laissé des fourmis rentrer et sortir de ce truc à base de fromage et il en a fait un court-métrage. Et donc, cette tête du bras ressemble à ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Michael J. Anderson, qui jouait le nain, est en conflit avec Lynch et avec la production. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il n'a pas repris son rôle. Il faut savoir qu'il a un peu vrillé. Il a posté plein de trucs antisémites, islamophobes. Ouais, voilà, sur Facebook. Et il a fait des posts Facebook qui accusent aussi David Lynch d'inceste avec sa fille. Et il dit qu'en fait, Twin Peaks, c'est juste David Lynch qui raconte son histoire avec sa fille. Que David Lynch a tué son meilleur ami. Il a fait plein de posts complotistes, enfin, sur des trucs qui n'ont jamais été étayés par une quelconque publication ou enquête depuis. Et il s'est aussi beaucoup plaint du fait qu'on lui avait pas proposé assez d'argent pour revenir dans The Return. Donc voilà, il est en conflit avec la production. C'est peut-être surtout ça le problème. Bah, c'est évidemment surtout ça le problème. Donc ceci est l'histoire de l'évolution du bras. Il y a une autre partie de l'intrigue qui ne concerne pas directement la Black Lodge, mais qui nous rappelle un petit peu le Twin Peaks de base, c'est-à-dire que c'est une enquête aussi, une enquête sur plusieurs meurtres, puisque, tu l'as dit, il y a déjà ce double cadavre retrouvé avec une tête et un corps différents. Je ne sais pas si tu as déjà des théories sur... Déjà, c'est horrible. Non, mais vraiment, j'étais un peu traumatisée. Harvey, son of a bitch. c'est horrible. Oh là là, je vais vomir. Mais c'est horrible. Mais c'est pas lui qui l'a fait, c'est trop obvious, quoi. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Bon, voilà, c'est horrible. Mais c'est pas lui qui l'a fait, tu parles de qui ? Du proviseur. Ah oui. Enfin, je trouve ça un peu trop évident. Après, il dit qu'il a rêvé qu'il y était, donc ça se trouve, c'est un autre scénario à la Bob, où il est possédé, ou je sais pas, enfin bon, bref. Ouais. Mais de toute évidence, sa femme avait des accointances avec le méchant couple. Ouais. Elle est tuée par le méchant couple, mais elle avait aussi une autre liaison avec un mec qui s'appelle George, et le méchant couple essaie de framer George pour le meurtre de la meuf. J'espère que les gens qui nous écoutent ont vu ces épisodes et les ont vus récemment, sinon, mais c'est impossible à suivre, quoi. On sait que la tête appartient à Ruth Davenport, voilà, mais on ne sait pas à qui appartient le corps, puisque c'est un corps d'homme. T'as pas de théorie non plus là-dessus. Bah non. Ok, c'est pas grave. Non, mais je réfléchis, mais enfin, parce que est-ce que c'est quelqu'un que du coup on connaîtrait ? Parce que tu me poserais pas cette question si c'était quelqu'un d'inconnu complètement. Donc honnêtement, je m'en souviens plus, mais d'accord, ok. Juste la scène qui mène à la découverte du corps. Enfin, moi, ça me fait beaucoup rire et c'est un peu comme. C'est très lynchien. Ouais, voilà, avec c'est la comme meuf le mec avec le lait. Enfin, c'est le truc où il joue avec ton. Avec ta patience et avec tes nerfs, où la meuf ne se souvient plus de son adresse quand elle appelle le 911 et après elle se souvient plus qu'elle a la clé de l'appartement pendant de très longues minutes. Oui, elle a des petits problèmes très clairement de démence, je pense. Et il y a un autre couple qui est tué dans cet épisode. Dans un autre endroit géographique. Et donc à New York, il y a cet entrepôt dans un gratte-ciel qui a l'air top secret.
et qui est gardé par un mec qui s'appelle Sam. Et il y a une meuf qui vient tous les jours lui amener du café. Qui est jouée par la petite de Nounou d'enfer. Oui, Madeleine Zima. Et qui jouait aussi dans Californication. Tout à fait. Voilà, toujours bizarre de la voir adulte, je dois dire. C'est toujours perturbant. Bah, surtout que là, donc, elle s'est mise en tête de draguer Sam. Et donc, elle lui amène du café à chaque fois. Et donc, il y a un moment où le garde qui surveille à chaque fois n'est plus là. Et donc, Sam... Elle l'a tué. Ok. T'as une théorie Bah, je me suis dit qu'elle avait dû le tuer, mais peut-être pas, non. La meuf, elle veut vraiment pécho Sam, quoi. Ah, mais moi, je pensais qu'elle voulait savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, surtout. Ouais. Bah, c'est un peu les deux. Et donc, effectivement, il lui montre l'intérieur et il lui explique que son job, c'est juste de surveiller cette grande boîte en verre vide et que pour l'instant, lui, il s'est rien passé quand il y était, mais qu'il doit surveiller au cas où il se passe quelque chose. Et il y a même des caméras de surveillance autour. Et apparemment, le mec qui le remplace, lui, il a vu quelque chose, mais il veut pas en parler. Et donc, Sam et Tracy commencent à fricoter devant la glass box, voilà, devant la boîte en verre. Et à ce moment-là, il voit apparaître un extraterrestre. Voilà, une créature un peu étrange. Un extraterrestre. Qui s'attaque à eux et qui leur bouffe le visage. Tu crois? Ah, ok. Ouais, moi, je pensais que c'était presque des coups de griffe ou de couteau. Enfin, ils étaient complètement lacérés, quoi. Voilà, on voit pas très bien ce qui se passe. Moi, j'étais surexcitée devant cette scène. J'ai trouvé ça trop bien fait. C'est tellement... Mais j'aime beaucoup le gore, donc voilà, désolée. Je n'étais pas surexcitée devant cette scène, je dois l'avouer. Qu'est-ce qui se passe? Mais quoi? Et donc, RIP Tracy et Sam, un couple qui n'aura pas duré très longtemps et qui, de toute façon, avait les séquences drague les plus nulles, les plus gênantes de l'histoire. Mais vraiment. Weird. Where is he? Does this by any chance mean that I can go in there with you? I brought us 2 lattes again. Well, since there's no one here to stop you, I guess you could come in for a little while. But I don't know how you're gonna get out if the guard comes back. Let's not overthink this opportunity. Du coup, je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse la théorie du complot, notre petite tradition, sur la glass box. Selon toi, que symbolise cette boîte en verre? Mais je vais te décevoir à nouveau. Enfin, c'est ça qui est triste. En fait, je pense... Tu me déçois jamais, Marie. Anaïs, je te déçois souvent sur mes théories du complot, je le sais. Je pense qu'en fait, la Black Lodge a plusieurs entrées, a plusieurs portes d'entrée. Comme la porte d'entrée où c'était une espèce de petite mare entourée par genre des arbres dans la forêt de Twin Peaks. Là, je pense que c'est une autre porte d'entrée. Et une porte de sortie aussi, visiblement. Mais du coup, je pense que c'est un endroit de connexion entre la Black Lodge et notre réalité, donc entre les deux dimensions. Et je pense que quelqu'un qui visiblement est très riche a compris ça et essaie de résoudre le mystère en filmant non-stop pour essayer de comprendre ce qui s'y passe. Ça me paraît très plausible comme théorie. Et d'ailleurs, t'es pas la seule à avoir cette théorie. C'est quoi ta théorie, toi? Moi, ma théorie, c'est que cette boîte vide qu'il faut regarder pendant des heures sans savoir s'il va s'y passer quelque chose ou pas. C'est notre existence? Non, c'est pas notre existence. C'est Twin Peaks et c'est la télévision de manière générale. C'est un appel à la patience de la part de David Lynch qui nous dit, voilà, je sais que vous êtes très impatient, que ça fait 26 ans que vous attendez ce reboot, mais en fait, vous n'allez pas obtenir satisfaction tout de suite. Et surtout, je pense que c'est une manière aussi de nous appeler à la concentration, de dire, c'est pas une série comme d'autres séries qui se consomment de manière un peu popcorn. Là, c'est vraiment une série où il faut que vous soyez attentifs, parce qu'il se passe peut-être rien la plupart du temps, mais il peut se passer quelque chose d'absolument extraordinaire au moment où vous détournez le regard, comme Sam et Tracy, qui sont trop occupés à coucher ensemble pour surveiller la glass box et se rendre compte qu'il y a un extraterrestre dedans. Waouh, t'es trop forte. On va repartir sur quelque chose d'un peu plus terre-à-terre, d'un peu plus plaisant aussi. Il y a quand même beaucoup d'anciens personnages de Twin Peaks qu'on retrouve. Quels étaient les personnages que tu étais le plus contente de retrouver? Aucun. Non, c'est pas vrai. Ben, j'étais contente qu'il soit en vie. Ouais, Ben Horne. Jerry aussi. Jerry qui est devenu vraiment un cliché d'un mec du Pacifique Nord-Ouest. Pour avoir visité de nombreuses fois et même vécu là-bas, je dois dire qu'il y a une ville qui s'appelle Eugene, dans l'Oregon, où tous les hommes d'un certain âge lui ressemblent. Et donc avec des t-shirts tie and dye et littéralement le marché, la barbe. Le marché, quand tu vas au marché le samedi matin, en fait, ils ne vendent que du tie and dye.
et des pipes à weed, mais gravées en bois, tu vois, avec des symboles amérindiens, quoi. C'est vraiment ce mood. Et là, lui, c'était vraiment, j'étais là, du bonnet aux pieds, c'était exactement ça. Incroyable. Donc Jerry, ça m'a fait bien plaisir. Il y a le géant aussi qu'on retrouve dans la scène d'ouverture qui dit Listen to the sounds. Et ensuite, Richard et Linda, two birds with one stone. J'ai guetté Richard et Linda. Je les ai guettés et ils n'étaient pas là, quoi. Et même, il y a un moment, il dit 430, un truc comme ça, il faut se souvenir de ce nombre-là. Et je regardais partout les numéros de porte. Et en fait, rien. J'adore. Je sens que tu vas beaucoup t'amuser quand même avec cette saison. D'ailleurs, je sais pas si tu as fait attention parce que je t'ai demandé de regarder les génériques avec attention. T'as vu comment il est crédité, le géant? Parce que déjà, le générique du début, du coup, il n'y a personne. Et je pense que clairement, c'était parce que tout le monde voulait savoir qui allait être dans la série et du coup, il ne voulait rien révéler, ce qui est très malin. Et qu'il y a aussi, on va en parler, 1 milliard de guest stars. Le géant, j'ai pas noté. Alors, il est crédité comme une succession de points d'interrogation. Ah, c'était lui. Oui. Ah oui, je me suis demandé qui c'était ça. Voilà. D'accord. Donc, c'est pas David Lynch qui s'est endormi sur le clavier, c'est juste, voilà. Qui y a d'autre? Hawk, t'étais contente de le retrouver? Oui, il a bien vieilli. Le docteur Jacobi, qui donc se fait livrer des pelles. Lui, il a pas bien vieilli. Et qui, à un moment, donc il sort de chez lui, il habite dans une caravane dans les bois maintenant, et il sort, il enlève ses lunettes de soleil, et en dessous, il y a une autre paire de lunettes de soleil. Et c'est comme ça que je l'ai reconnu, parce que c'est sa paire de lunettes de soleil signature avec un verre bleu et un verre rouge, mais sinon, honnêtement, je l'aurais pas reconnu. Il y a aussi Andy et Lucy. Mon Dieu, tragique. Des personnages qui fonctionnent quand ils sont jeunes, mais alors là, c'est... Oh. Elle a très bien vieilli, je dois dire. Lui... Moins. Lui, ça fait vraiment, on dirait, un personnage de Laurel et Hardy. Après, je pense qu'ils ont un peu forcé j'espère bien, ce côté-là. Et puis, il y a Sarah Palmer. J'ai adoré. Ah ouais? Ah, je suis trop contente. Ah non, Sarah Palmer. Alors déjà, Sarah Palmer, je savais qu'elle était dark au fond, quoi. Ouais. Enfin, mais alors là, quand elle est en train de regarder des documentaires animaliers, où en fait, c'est pas fun, hein, c'est pas Planet Earth avec David Attenborough qui est en train de raconter derrière, c'est juste un bison qui est en train de se faire déchiqueter par un autre bison, je me souviens même plus. C'est hyper sanglant. Et d'ailleurs, les bruits rappellent un peu les bruits de la mort de Maddie, parce que c'est des bruits de chevaux, d'animaux. Et elle est en train J'avais oublié ça. Elle est en train de fumer comme un pompier. Elle vit vraiment, ça va pas, quoi. Et d'ailleurs, je me suis demandé si c'était de la même maison qu'ils ont juste refait la façade. La pauvre, il faut qu'elle sorte de cette maison, hein, c'est pas possible. Il a tué beaucoup de monde dans cette maison. Ouais, non, clairement, elle a l'air de pas aller très bien. Est-ce qu'il y en a des anciens personnages que tu n'as pas vus et que tu espérais revoir? Bah oui. Évidemment, déjà Audrey. Machanami, que j'étais contente de la revoir. Donna, je me suis demandé si c'était Vanessa de Gossip Girl maintenant, parce que vu qu'elle a changé d'actrice plusieurs fois. Donc t'espérais revoir Donna? Non, pas vraiment. J'essaie de réfléchir, mais je vois pas trop qui d'autre... Il y en a un qu'on ne revoit pas, et la série joue même dessus, c'est le shérif Truman. Oui. Il y en a deux maintenant. Voilà, c'est ça, J'ai il y en une a théorie. deux. Attends, alors d'abord j'explique. Donc il y a un monsieur qui arrive au commissariat, qui va voir Lucy et qui lui dit « J'aimerais voir le shérif Truman », et elle lui dit « Lequel ?» Et il comprend pas, et elle lui redit « Lequel ?» Et c'est une scène que moi je trouve assez comique, et nous non plus on comprend pas pourquoi elle nous demande pourquoi il y a deux shérifs Truman. I'd like to see Sheriff Truman. Which one? Which one? Sheriff Truman isn't here? Well, do you know which one? It could make a difference. No, ma'am. One is sick and the other one is fishing. C'est quoi ta théorie? Ma théorie, c'est que Albert et le shérif Truman ont enfin succombé à la tension sexuelle qui était entre eux, qui se sont mariés. Qu'Albert a pris le nom de Truman, ce qu'il n'aurait pas dû faire, parce que son nom était très bien. Et maintenant, il s'appelle aussi shérif Truman. Il y a aussi 1 milliard de guest stars. Tu l'as dit, il y a Jessica Zor qui joue Vanessa dans... Ah oui, c'est ça son vrai nom. Oui. Ouais, voilà, dans Gossip Girl, et là qui joue une copine de Shelley, sur qui James a un crush. Ah oui, c'est ça. Il y a aussi Madeleine Zima, tu l'as dit, qui jouait dans Californication et qui là se fait buter par un extraterrestre. Il y a Matthew Lillard. Matthew Lillard, qui du coup est le proviseur qui est accusé de meurtre et qui, vraiment, quand je l'ai vu, j'étais là « Oh, mais comment il s'appelle lui ?» Parce que c'est le mec qui jouait dans She's All That, dans tous les Scream. C'est littéralement le mec qui joue dans absolument tous les films d'ados des années 2000.
Si vous avez été en vie dans les années 2000, vous voyez sa tête, en fait. Et il est bien dedans, là. Ouais, il est très bien. Donc, il joue Bill Hastings, qui est accusé d'avoir tué Rose Davenport, la tête qu'on retrouve. Bon, très clairement, il avait une petite liaison avec elle. Voilà, il avait une liaison avec elle, sans doute, mais il a un petit meltdown pendant son interrogatoire. Je le trouve très, très bon. Et pour la petite anecdote, quand il est arrivé sur le tournage, il est allé voir David Lynch et David Lynch lui a dit « Bonjour, Bill ». Et donc, Matthew Lillard s'est dit « Mais pourquoi il m'appelle Bill ? Il croit que je suis un assistant ». Et il lui a reposé la question et Lynch lui a dit « Bonjour, Bill Hastings ». Et donc, en fait, David Lynch l'appelait par le nom de son personnage et apparemment, à l'avant-première, il l'appelait encore comme ça, David Lynch. Et quand on a demandé à David Lynch de réagir là-dessus, il a dit « Ah ouais, je connais pas la plupart de leurs noms ». Voilà, Papy Lynch. On a aussi Jane Addams qui joue l'enquêtrice. Ah oui, je me demandais où je l'avais vue. En fait, elle joue dans plein de petits films indés. Elle a joué dans Easy aussi, donc elle Oui, fait un peu ça. partie de la scène C'était dans indépendante. Easy que je l'avais vu, ouais. Voilà. Il y en a un où j'ai bugué sur lui et j'étais là, je le connais. Et j'étais là, mais c'est l'humoriste. Et j'étais là, mais dans quelle série, d'où c'est l'humoriste? Et c'est l'humoriste dans Mad Men. Ouais, Patrick Fischler. Voilà, il est insupportable dans Mad Men, mais en même temps assez touchant. Il était très marquant, c'est vraiment un bon acteur. Et là, il joue. J'ai pas trop compris ce qu'il jouait. Il est à Las Vegas, pourquoi pas. Enfin, vraiment, là, ils ont décidé de faire le tour des États-Unis. Et il reçoit un mec et il lui dit « Vous pouvez embaucher telle meuf ou la payer ou je sais pas quoi ». Et le mec lui dit « Mais pourquoi vous faites ce qu'il vous dit de faire ?» Et c'est assez touchant. Il lui dit « Ne croise jamais quelqu'un comme ça dans ta vie ». Enfin, on sent qu'il a un instinct protecteur avec le gamin qui lui a posé la question, quoi. Et je me suis dit qu'il devait être du coup à la solde peut-être de Bad Cooper. Je sais pas si t'as reconnu aussi Max Perlich qui joue le mec qui est censé avoir les clés de l'appartement et qui commence à paniquer quand les flics viennent l'interroger. Je l'ai pas reconnu. Il joue dans plusieurs trucs, il a une tête assez mémorable, mais moi, je m'en souviens comme Rune dans Gilmore Girls. Je sais pas si tu te souviens, c'est un mec qui fait un date avec Lorelai et qui est horrible physiquement et moralement, et donc elle comprend pas pourquoi on l'a mise en blind date avec lui, mais ce qui est marrant dans la série, c'est que lui aussi, il la déteste en fait, et il dit « Mais pourquoi vous m'avez mise avec ce ton alors que Lorelai est magnifique et lui, c'est Rune, quoi. » Il s'appelle Rune. Voilà, donc c'est très drôle de le voir là. Il y a aussi Jennifer Jason Leigh. Alors là, c'est très marrant parce qu'en fait, quand j'ai vu Jennifer Jason Leigh, j'ai dit « Oh, Holly Hunter !» Et j'étais hyper contente de voir Holly Hunter. Donc, c'était... Et après, quand j'ai vu le générique à la fin, j'ai dit « Ah non, en fait, c'est Jennifer Jason Leigh qui est Nice and Wet. » Voilà, qui joue Chantal, qui est donc une gangster qui traîne avec Bad Cop. Et enfin, à la toute fin, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a Balthazar Getty, le beau Balthazar Getty, qui fait un petit clin d'œil à Shelley. Il la regarde depuis le bar. Oui, d'accord, mais c'est qui ? Alors, c'est un acteur qui a joué dans pas mal de trucs. Il a joué dans Lost Highway. Dans Brothers and Sisters, il a joué. Par contre, il y en a une que tu oublies parce que c'était la première sur ta liste. Ashley Judd. Ah bah oui, Ashley Judd. Et alors là, par contre, j'étais très enthousiaste. Et c'est marrant parce qu'elle a vraiment un physique, pour le coup, à la Twin Peaks. Parce qu'elle ressemble un peu à Audrey. Enfin, là, elle joue... l'assistante ou la collaboratrice de Ben Horne, qui apparemment est mariée, mais Jerry sous-entend déjà qu'il pourrait la draguer, même si elle a l'âge de sa fille. J'étais très enthousiaste quand j'ai vu Ashley Judd, parce que j'adore Ashley Judd, principalement parce qu'elle a joué, pendant un moment, toute sa carrière était de jouer dans des thrillers. À la fin des années 90, dans les années 2000 surtout, elle jouait dans plein de thrillers. Il y avait toujours Morgan Freeman quelque part aussi. Et c'était toujours une femme qui a été trahie par son mari et qui va se venger ou un truc comme ça. Ma mère adore ce genre de films et je les ai tous vus. Et j'ai vu tellement de films avec Ashley Judd et il y en a des vraiment très très bons. Je t'avais dit aussi de regarder les génériques de fin avec attention, jusqu'au bout. C'est trop triste. Ouais, c'est triste. Il y a 2 personnes qui sont mortes. Ouais, donc le premier épisode est dédié à Catherine Coulson et le deuxième est dédié à Frank Silva. Et Catherine Coulson, c'est la Log Lady. Ouais. Donc c'était elle, c'est ses dernières apparitions. Ouais. Elle était très malade et elle avait caché l'étendue de sa maladie à David Lynch parce qu'elle voulait vraiment, vraiment jouer dans Twin Peaks The Return. Et donc, elle avait déjà pris ses billets d'avion pour aller à Washington quelques jours après. Et en fait, son état s'est aggravé et il y a une amie à elle qui a prévenu Lynch et qui lui a dit « Si vous voulez la voir dans la série, il faut que vous envoyiez quelqu'un pour la filmer à domicile. » Et donc, un soir, il y a une équipe qui est venue chez elle, qui a tourné toutes les scènes que tu as vues chez elle pendant que Lynch la dirigeait via Skype. Et elle est décédée 5 jours plus tard. C'est hyper émouvant de voir ces scènes-là maintenant parce qu'on voit à quel point elle est malade et en même temps, c'est un personnage adoré par les fans et c'est hyper émouvant de la voir dans ses dernières scènes et de savoir qu'elle tenait vraiment à jouer la Log Lady qui est évidemment son personnage le plus culte. Et c'était une bonne amie de Lynch qui l'avait accompagnée depuis ses débuts dans sa carrière. Donc c'est hyper touchant de voir ça à chaque fois. Et il y a Frank Silva aussi. Ouais, Frank Silva, on va pas revoir Bob. Voilà, qui jouait Bob. Ça, j'avoue que je suis triste pour lui, mais je suis pas triste pour moi dans l'expérience de cette série. Mais c'est triste quand même. Ouais.
voulais revenir sur la production de Twin Peaks The Return, parce que ce que tu avais sans doute entendu, c'est que David Lynch avait eu carte blanche avec Showtime pour faire la série, mais l'histoire est un peu plus longue et un peu plus compliquée que ça. Donc, en 2011... Lynch et Frost se sont revus pour déjeuner ensemble et ça faisait longtemps qu'ils avaient plus trop de contact et comme on en avait déjà parlé, ça s'était pas hyper bien passé après la saison 2. Et donc après une longue séparation, ils déjeunent ensemble et ils commencent à penser à The Return parce que Lynch a estimé que la série n'était pas finie, qu'il y avait encore des choses à raconter. Ils créent une boîte de prod tous les deux et ils commencent à écrire par Skype jusqu'en 2014 où ils ont construit pas mal de ce qui va être Twin Peaks The Return et ils rencontrent la chaîne Showtime. Ils rentrent dans les négociations, ça se passe bien et Showtime annonce le reboot publiquement et commande 9 épisodes à David Lynch et Mark Frost. Ils développent le scénario, Mark Frost part écrire The Secret History of Twin Peaks, son livre, et Lynch continue d'avancer sur le script et entre-temps, il y a aussi des négociations qui continuent avec Showtime et en fait, au bout d'un an, la chaîne Showtime propose un budget qui convient pas du tout à David Lynch, qu'il estime trop faible parce qu'en gros, David Lynch déjà, il arrêtait pas de leur dire que il savait pas combien d'épisodes il voulait faire, qu'il leur disait peut-être ce sera 9, peut-être ce sera 13, peut-être que ce sera plus, je sais pas. C'est combien au final ? 18. D'accord. Voilà, donc les 9 du départ, si tu veux, ça bloquait un petit peu. Et lui, en fait, il a toujours conçu ça comme un film. Et donc, il voulait avoir tous les jours du tournage une équipe comme sur un plateau de cinéma. Et c'est pas comme ça que fonctionne un tournage de série télé. Donc, Showtime bloquait là-dessus. Et Lynch, en gros, il annonce sur Twitter qu'il se retire du reboot. Et il se dit, tant pis, je peut sans doute accepter qu'on le fasse, même sans moi. Mais moi, je veux pas être impliqué dedans. Et donc, il commence à appeler les acteurs qui s'étaient déjà engagés. Il les prévient, il leur dit, je te préviens, ce sera sans doute sans moi. Et là, Matt Amick réunit plein de membres du casting et lance une campagne vidéo pour que la série se fasse. Avec David Lynch, du coup. Ouais. Et finalement, en fait, les négociations reprennent parce que bon, David Lynch avait dit sur Twitter qu'il voulait pas faire le truc. Donc, les mecs de Showtime vont chez lui, ils lui amènent des cookies et ils lui disent, bon, est-ce qu'on peut discuter ? Ils comprennent qu'il y a eu un désaccord parce que Lynch, il veut juste un budget total, comme pour un film. Alors que eux, ils pensent en termes de budget par épisode. Et donc, ils disaient, bah, si tu nous dis 9 épisodes ou 13, c'est pas pareil, quoi. Donc, il leur dit, je vous donne le budget pour tout ce que je veux faire et vous me dites si ça vous va ou pas. Finalement, ils ont dit OK et ils ont dit, peu importe le nombre d'épisodes que tu fais, on te donne tant d'argent. Et donc, il a fini par en faire 18, ce qui, au final, leur a pas coûté tant que ça par épisode. Et lui, il a eu exactement ce qu'il voulait. Le tournage a duré 140 jours. Ça a été tourné vraiment comme un film. Donc, il y avait des petites modifications qui étaient faites, évidemment, de jour en jour sur le scénario, mais ça a été tourné d'un coup. Et dans le secret le plus total pour les acteurs qui ne savaient pas quelle était l'intrigue de la série puisque David Lynch et Mark Frost avaient tout écrit. Ils ont remodifié certains trucs, mais ils ont vraiment écrit toute la trame avant de tourner. Et donc, à part Kyle MacLachlan, tous les acteurs venaient en ne connaissant que leurs répliques à eux et ne savaient pas ce qui allait se passer dans les scènes qu'ils allaient tourner. Ça veut dire que Kyle, il est là du début à la fin. En tout cas, qu'il a eu une supervision voilà, beaucoup plus importante que les autres. Voilà, tu sais tout. Merci. Le deuxième épisode se termine sur un concert à la Roadhouse, donc qui ne fait plus office de tribunal, mais qui est maintenant devenu le club cool de Twin Peaks. Et donc, il y a Shelley et James qui sont tous les deux dans le bar. Qu'est-ce que tu as pensé de cette scène ? C'est le moment qui rappelle l'ancien Twin Peaks, quoi. Et très clairement, je pense que c'est comme ça que c'est bâti, parce que même la chanteuse, la musique, enfin, il y a un côté très un peu enveloppant, mais qui te ramène à la série originale. Et c'est sympa de revoir aussi certains personnages. Moi, je dois dire que cette scène m'émeut beaucoup à chaque fois que je la vois. Mais c'est exactement ce que tu as dit. C'est un peu la caresse après la gifle, en fait. Tu te prends quand même 2 épisodes vraiment perchés dans la tronche, et à la fin, tu as cette petite douceur. Et en plus, le regard, je trouve que Shelley pose sur James est très émouvant aussi, parce que tu sens que c'est limite le regard justement de David Lynch sur ses personnages et sur sa série, tu vois. Quand elle dit James a toujours été cool, enfin c'est un regard tellement bienveillant que même si c'est ridicule et très drôle, ça m'émeut quand même beaucoup à chaque fois. On a beaucoup parlé de ton crush sur Cooper dans les 2 premières saisons, et aussi du fait que Trey McDougall, pour toi et moi, n'a jamais été un grand sex symbole dans Sex and the City. Qu'est-ce que tu penses, maintenant que tu connais un peu mieux Twin Peaks et Kyle MacLachlan, de Cooper vieux ? Est-ce que tu le trouves quand même hot ? Ce qui gâche un petit peu tout pour moi, c'est qu'il se teint les cheveux et il a le droit. Mais moi, ça me plaît pas trop. Et je préfère un homme de cet âge avec les cheveux poivre et sel. Je trouve ça très joli. Oui, mais comme les Kyle MacLachlan. Dans la vraie vie, voilà. Et ouais. D'ailleurs, oui, voilà, justement, je l'ai vu récemment au défilé Prada, je crois. C'est vraiment un très bel homme. Enfin, je pense qu'il s'est teint les cheveux pour jouer justement, parce que c'est parfait pour le vilain Cooper, hein. Ouais. Mais du coup, je me suis dit qu'il a dû garder du coup les cheveux teints pour le rôle de Cooper
Bah après, moi, mon interprétation, c'est aussi que c'est un rôle tellement iconique et c'est tellement emblématique, en fait, ses cheveux noirs gominés, que c'est le costume de Cooper, tu vois. Ça fait partie du costume, en fait. Ouais, les mais cheveux du noirs. coup, ça le fait plus pour moi. Bah, c'est ça, il a un côté mélancolique, donc j'ai un peu envie de le réconforter, de le sortir de là, mais non, il me fait plus des choses, quoi. Toi? Moi, oui. Non, moi, vraiment, c'est le jeune Cooper a totalement changé ma conception de Kyle MacLachlan. Et là, je dois avouer que dans son petit costard du FBI, je le trouve toujours très beau. On a beaucoup parlé de la façon dont moi, j'ai perçu ces épisodes et dont je les ai découverts pour ce podcast. Mais toi, à l'époque, j'imagine que tu les as regardés au moment où la série est sortie? Oui, ce qui s'est passé, c'est que, on en a parlé précédemment, j'allais au Festival de Cannes où les 2 premiers épisodes allaient être diffusés dans le festival. J'ai pas pu voir les épisodes pendant leur avant-première à Cannes et ils sont sortis sur Internet, donc je les ai streamés. J'étais donc dans mon appartement à Cannes et je les ai regardés et j'étais comme une folle furieuse. En fait, j'ai regardé que le premier parce que j'avais pas le temps, parce qu'on court partout pendant le festival et donc j'ai regardé que la première heure. Et après, en fait, il y avait une séance de rattrapage, donc une projection des 2 épisodes. Et donc là, j'ai découvert le 2e épisode dans une salle de cinéma après avoir redécouvert le premier et j'ai fondu en larmes dans la scène à la fin avec le concert. J'ai été hyper émue par le retour de ces personnages, le fait de retrouver Shelley, etc. Ouais, franchement, j'étais complètement fan. En fait, un peu comme toi, j'avais pas d'attente spécifique. Ça faisait quelques années que j'avais pas revu Twin Peaks, donc je connaissais bien l'univers de la série et je venais de voir Firewalk With Me, mais je m'étais pas forcément fait un rattrapage juste avant. Et donc je savais pas trop à quoi m'attendre et honnêtement, j'ai été surprise par beaucoup de choses, un peu comme toi. Enfin, déjà le fait qu'il y ait des scènes à New York, dans le Dakota du Sud, etc. Et j'étais très déstabilisée, mais en même temps, j'attendais qu'une seule chose, c'était de voir la suite, quoi. C'est marrant parce qu'on en a parlé un peu au téléphone la dernière fois, mais moi, ça m'a vraiment foutu un spleen pas possible, ces épisodes. Quand je vais pas bien, je vais pas chercher ce genre de trucs. Et même quand je vais moyennement bien, ou même quand je vais bien d'ailleurs, hein, je ne vais pas chercher ce genre de trucs parce que j'aime bien les choses positives. Et tu me disais que toi, au contraire, c'était réconfortant. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je les revois, même là récemment, pour préparer le podcast, ça m'apaise en fait vraiment de voir Twin Peaks The Return. C'est vraiment bizarre, mais je pense que déjà, il y a un travail sur le son, on va en reparler, mais il y a un côté très enveloppant avec le design sonore de la série. Enfin, tu sais, parfois, tu as l'impression d'être sous l'eau, limite. Il y a un côté un peu... Oui, mais qu'on te noie. Non, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a un côté un peu sourd, où en fait, c'est un peu comme une couverture lestée, tu vois, c'est-à-dire que ça m'oppresse, mais de manière hyper satisfaisante. Ça se voit pas beaucoup à l'extérieur, ou pas tout le temps, mais c'est un peu la grosse tempête dans ma tête en permanence. Et donc, en fait, voir quelque chose comme ça m'apaise parce que j'ai l'impression que c'est une projection très, très sombre et très abstraite d'un peu du tourbillon qu'il peut y avoir en moi. Je suis en train de... Non, c'est bien, c'est intéressant. Et donc, oui, en fait, déjà, le fait de me forcer à la concentration parce que c'est vraiment une série qui exige qu'on soit très attentif. Le fait d'être toujours déstabilisé, de pas savoir où ça va aller dans la scène d'après, etc. C'est un peu ce que tu as dit, en fait, mais sauf que moi, ça me fait du bien, c'est que ça désamorce mon cerveau complètement. C'est-à-dire que quand j'ai des pensées qui s'emballent, ce qui est très fréquent, là, il y a une espèce de reset qui s'opère en regardant cette série qui est déjà très lente, qui est, pour reprendre les mots de Karel Stricken, qui joue le géant, qui a un rythme radical. Enfin, il y a une radicalité dans la lenteur, dans le fait de jouer beaucoup avec nos nerfs, etc., que je trouve très apaisante. On va passer au MVP. Mon MVP, c'est la femme du proviseur. Hastings. Voilà, donc Phyllis Hastings, si je me souviens bien, qui est machiavélique et absolument incroyable. Non, ce que j'ai adoré, c'est que dès le début, tu comprends que elle n'a pas une réaction normale quand son mari se fait arrêter. Tu te dis, bon, il y a anguille sous roche, très clairement, parce qu'elle est là, oh non, mais on a des amis qui viennent dîner ce soir. Ouais, j'adore. Et surtout, en fait, elle vient le voir en prison et on comprend que ça va être un peu la merde pour lui parce que il l'a très clairement trompé. Et elle commence à lui dire... Fuck you. You fucking bastard. I've known about this affair. I've known about this affair all along. Je sais que tu couches avec elle depuis des années. Je sais que je suis au courant de cette liaison. Il lui dit, mais moi, je suis au courant pour George. Elle dit... You're going down. Life in prison, Bill. Life in prison. J'ai hâte que tu pourrisses en prison pour le reste de tes jours. Enfin, elle est incroyable, quoi. Elle est vraiment géniale. En plus, elle couche avec 3 personnes différentes. C'est clair. Ce que j'aime bien, c'est le côté un peu soap opéra de Twin Peaks, qui parfois m'énervait un peu quand c'était James, parce qu'il ne sait pas jouer. Mais là, vraiment, ils sont bons tous les deux. Ils sont marrants. Ouais. Et c'est ce petit côté qui, pour le coup, est vraiment bienvenu
quand tout le reste de l'épisode, c'est des cadavres, quoi. Ou des gens qui l'évitent. Donc, c'est sympa. Ouais, non, là, c'est vraiment jouissif. Et en plus, c'est encore une fois le thème très cher à David Lynch de un peu la perversion de la petite vie banlieusarde américaine. Oui. Où elle dit, on a des gens qui viennent dîner ce soir. Et le mec, il est arrêté pour meurtre, quoi. Donc, j'adore. Et toi, c'est qui ton MVP ? Moi, je pense que mon MVP, c'est Rock. Parce que je l'aime beaucoup, je trouve qu'il a l'air très apaisé dans sa vie. Et il m'a fait beaucoup rire quand il dit à Andy et Lucy, il est tard là, donc arrêtez avec vos conneries. Parce qu'ils commencent tous les deux un peu à partir dans leur délire habituel et il leur dit, Andy, Lucy, il est tard. J'ai bien aimé. J'ai essayé de penser à une meilleure réplique, j'en ai pas noté honnêtement. Alors moi, j'en ai une. Vas-y. Mais je pense qu'en vrai, t'en as une et c'est la même que la mienne. C'est quand Ben Horne dit... R-E-S-P-E-C-T. Respect. Oh mon Dieu, c'était incroyable. C'est vrai. C'est génialissime. C'était tellement gênant. C'est vraiment un moment dad, quoi. C'est clair. Et surtout, venant de lui, t'es là, mec, tu as littéralement possédé un bordel, en fait, dans lequel ta fille s'est prostituée. Donc, ouais, le respect. Ouais, voilà. Mais c'est très, très drôle. Et c'est quand Jerry sous-entend qu'il devrait coucher avec le personnage d'Ashley Judd et qu'il dit non, R-E-S-P-E-C-T. Excellent. Et encore une fois, une des bonnes touches d'humour de Twin Peaks. Bon, on va passer à tes prédictions. Alors, je pense que Cooper va flotter dans l'espace. Je pense que ça va être le truc qu'il va faire pendant... Et il va essayer de trouver une sortie. Il n'a pas l'air de vraiment vouloir revenir dans... Il a l'air un peu passif, c'est un peu étrange. Mais je pense que, il a le cerveau en bouillie à cause de la Black Lodge. Ouais, c'est ça. Je pense que sa conscience, c'est un peu ramolli, quoi. Je pense que Hawk, ça va continuer son enquête sur un peu ce qui s'est passé autour de Cooper. On va retrouver le shérif Truman. Et je pense... Ah, mais peut-être qu'il a un fils, shérif Truman. C'est pour ça qu'il y a un deuxième shérif Truman, mais avec qui il a eu un fils. Ça fait 25 ans. Mais Josie, elle est morte. Peut-être qu'il a un fils. Elle n'est pas morte, elle est poignée de porte, c'est ça. Il a un fils qui a un tiroir. Voilà, c'est ça. Merci de nous avoir écoutés. Merci Marie. Merci Anaïs. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira les épisodes 3 et 4 de Twin Peaks The Return. Et d'ailleurs, on vous rappelle que tous les épisodes sont actuellement disponibles sur Canal+ et MyCanal. Si vous découvrez Twin Peaks ou Twin Peaks The Return en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. On adore lire vos réactions chaque semaine. Si vous avez aimé cet épisode d'Amis, on aimerait beaucoup que vous nous laissiez 5 étoiles et un petit commentaire. Et bien sûr, n'oubliez pas de nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve très vite et en attendant, R-E-S-P-E-C-T. Très important. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Musique, Victor Benamou. Est-ce que tu as des notes, Marie ? Oui, la première note, c'est le générique me donne la gerbe. Parce qu'il y a les chevrons, ça circule pas mal sur les chevrons, ça va donner un peu le tournis. Mais après, j'aime bien le fait qu'on voit Laura à chaque début de générique, un peu pour recentrer l'histoire, même si il n'est plus trop question d'elle quand même. Mais peut-être que si. Moi, j'ai des frissons à chaque fois que je vois le générique, enfin, surtout au début, parce qu'il y a une espèce de silence avant que le toum démarre. Et ça aussi, j'ai l'impression que c'est encore un petit signal pour nous dire « Attendez, ça va arriver ». Et j'aime beaucoup ça. J'ai envie de filer du Prozac à David Lynch. Mais c'est marrant que tu penses qu'il faut aller pas bien pour faire un truc comme ça. Parce qu'au contraire, c'est un mec... il est connu pour ça, quoi. Il est hyper solaire, en fait, David Lynch. Ouais. C'est Cooper. Non, mais moi aussi, je suis hyper solaire, mais j'ai des idées très sombres. Oui, non, mais je pense qu'il a des idées très sombres, mais je pense pas qu'il ait besoin de Prozac, quoi. Je pense qu'il est juste, tu vois, il est un peu perchos. Non, il est perchos, mais quand tu vois, c'est une blague, Anaïs. Je me doute qu'il a pas besoin de Prozac et je sais qu'il est positif et tout ça. Je pense aussi que c'est sûrement un truc qui est cathartique pour lui d'exprimer tout ça dans ses œuvres et que c'est une forme de thérapie aussi, et que c'est peut-être pour ça qu'il est très solaire dans la vraie vie. Et je suis sûre qu'il a trouvé aussi beaucoup de paix grâce à la méditation transcendantale. Mais très clairement, il exprime des choses qui sont assez sombres et déprimantes. Oui, c'est sûr. Parce que même voir Lucy et Andy qui ont l'air bloqués dans cette espèce de truc qui se répète, c'est marrant, mais en même temps, il y a un côté où je trouve ça angoissant, en fait. T'as l'impression qu'ils sont suspendus dans le temps, mais dans un endroit qui est pas hyper agréable. Et que moi, je trouve pas cosy ou agréable du tout, quoi. Ouais. Qui est marqué par la violence,
le meurtre est quelque chose de très très sombre. Tout ce que tu dis sur Andy et Lucy, je pense aussi que c'est volontaire. C'est-à-dire que pour moi, c'est encore là aussi une réflexion sur qu'est-ce que ça fait de ramener des personnages 25 ans après. Mais oui, moi je pense que Twin Peaks The Return, c'était une réflexion sur And Just Like That avant que And Just Like That soit sorti, tu vois. Genre, c'est un peu sur tout ce qui rend triste un reboot et tu vois, tout ce qui peut le rendre triste et sans âme, de faire revenir quelque chose qui n'aurait peut-être pas dû revenir, ou tu vois. Je pense qu'il y a un vrai propos là-dessus, mais oui, en tout cas, je trouve ça intéressant juste parce que c'est vrai que j'associe pas ça à la déprime, en fait. J'associe ça, oui, plus à la noirceur, mais tu vois. Oui, mais moi, la noirceur, j'associe ça à la déprime. Ouais, donc, la ligne est fine. Il y a certains trucs que tu n'as pas mentionnés, que donc tu n'as peut-être pas remarqué. À un moment, Bad Coop est en train de trafiquer des trucs du FBI et il est en communication avec quelqu'un où on lui fait passer un message. Et ce message vient de Philip Jeffries. Je sais pas, comme tu as complètement décroché pendant Firewalk With Me, tu n'as sûrement pas réalisé que c'est le personnage de David Bowie. Ah bon, alors... je ne vois même pas comment j'aurais pu faire cette connexion. Parce qu'il est nommé dans Firewalk With Me et dans Twin Peaks The Return. Mais enfin bon, non. Donc peut-être qu'il va y avoir un hommage à David Bowie aussi. Ray, le bad guy, là... qui ressemble à un mec de True Blood, il dit qu'il a eu un appel de Jeffries, donc le personnage de David Bowie, et qu'il faut éliminer Cooper. Et il dit ça à Daria. Et ensuite, Cooper tue Daria. Ah. La meuf en sous-vêtements. Oui, non, ça c'est bon. Daria et machin, là, les deux vampires, j'ai compris. Mais, les deux vampires. Mais ils ressemblent, excuse-moi, ils ressemblent tous les deux extrêmement à des vampires. C'est-à-dire que lui, il ressemble littéralement au papa dans Twilight. Et elle ressemble à tous les personnages secondaires de True Blood. Qui sont dans le bar, là, où ils boivent du sang. Ouais. Et ils ont même le look et tout. Ils vivent la nuit. On les voit jamais le jour. C'est vrai. Il y a peut-être des vampires dans Twin Peaks aussi. Ah, putain. Désolée, là. Ça gargouille. On attend. Non, il a un Sound design by David Lynch.